Moi, j'avais choisi orthopédie, par exemple, au départ. Je suis ORL maintenant, ça fait quand même pas grand-chose à voir. Déjà, j'aime le principe de la transmission d'idées. Je trouve ça extraordinaire. On ne peut pas se permettre de rater certaines choses et que les familles comptent dessus, les patients comptent dessus, les familles comptent dessus. Salut à tous et bienvenue sur le podcast Au Microscope. Donc aujourd'hui on a la chance d'être dans ce magnifique endroit. Donc on remercie les personnes qui nous ont donné accès à cet endroit. Donc je me présente, je m'appelle Yanis. Je suis étudiant en troisième année de médecine à Nancy et donc je suis VP projet au TCN. Et puis tout pareil, et je m'appelle Tiski. Et aujourd'hui on a l'honneur d'avoir avec nous le professeur Gallet, donc PUPH en ORL. Donc est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, Patrice Gallet, donc je suis né à Nancy, lorrain de souche, et effectivement professeur en ORL avec une valence cancérologie et donc plus chirurgie cervicale. Ok, ça marche. Ok. Et est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui vous a poussé à choisir la médecine comme carrière? Et est-ce que vous avez toujours voulu faire ça? Question compliquée, Ouais. non. Ça a été assez tardif et c'était une découverte de fin de lycée. Découverte sans aucune notion familiale, donc c'était plus parce que il y avait une représentation du médecin dans ma famille qui était plutôt bonne et un médecin généraliste qui était très sympathique et les séries urgences et des copains copines qui envisageaient de faire ça, mais j'avais jamais envisagé ça plus tôt. Alors que dans mon enfance, en fait, en y réfléchissant, on arrive à retrouver des petits morceaux qui ont construit ça au fur et à mesure, Ok. et notamment la série La Vie, Et ouais, avec c'est l'intérêt ça. pour le fonctionnement du corps humain. Je jouais aux billes au primaire avec les anticorps et puis Ah oui. les bactéries, tout ça. Voilà. C'est des Ok. souvenirs d'enfance Ok. qui, a posteriori, on se dit, tiens, en fait, c'était peut-être déjà en germe quelque part. Bien sûr. C'est des petits indices finalement. Ouais. Quel aurait été le métier que vous n'auriez jamais voulu faire? Juriste, peut-être. Ah. Je peux comprendre. C'est sûr que c'est loin de la médecine sans être. C'est peut-être un peu loin de l'humain, en tout cas dans la représentation que j'en ai, mais c'est probablement faux en réalité, mais c'est probablement loin de l'humain. Après, il y en a plein d'autres. Bien sûr, ça. Et y a-t-il eu un moment déterminant ou une personne en particulier qui a influencé votre choix de vous diriger vers l'ORL et vers la médecine? Non, mais c'est un ensemble de personnes, de rencontres. Sans, sans faire appel à un célèbre film, c'est un ensemble de Ah oui, situations ouais. et de rencontres qui conduisent à ça, et des mentors qui, sans être forcément des mentors, sont des modèles c'est vraiment des petites choses au fur et à mesure qui construisent ce parcours. Des gens pour lesquels on a de l'admiration, de l'estime, Ok. essentiellement. Ouais, c'est toujours le parcours est toujours jonché de personnes Ouais, c'est ça. importantes. Enfin, on le voit même avec les précédents podcasts qu'on a pu voir, etc. Enfin, c'est vrai que c'est super intéressant de se rendre compte que les rencontres, ça change tout, quoi. Mm. Donc, Surtout en médecine où les études sont longues, donc c'est surtout basé sur des rencontres, hein, les stages, tout ça. tout à fait. C'est ça. Et d'un point de vue plus académique, comment est-ce que s'est déroulée votre formation, que ce soit au collège, lycée, puis à l'université, donc à la fac, etc. Au collège-lycée, c'est assez classique, formation scientifique, et puis rien d'exceptionnel dans cette formation initiale. Et l'arrivée à la fac de médecine de Nancy était également assez classique, avec une première année où passer à bachoter, comme tout le monde, à peu dormir, avec la chance quand même dans un groupe d'étudiants multifacultaires, j'allais dire, enfin, qui regroupait différentes composantes de l'université et où on rencontre d'autres gens qui bossent aussi et puis qui travaillent énormément aussi. Et donc ça, c'est un peu normal, entre guillemets, de travailler et de se préparer au concours. Et puis après, la chance justement de continuer dans ce groupe d'étudiants à faire d'autres choses aussi, à découvrir d'autres choses et pas que les études. Et c'était un vrai plaisir, franchement, ces années d'études. Ok, ok, ça Très marche. bien. Et quels sont les défis que vous avez rencontrés en tant qu'étudiant ou jeune médecin et comment les avez-vous surmontés?
les mêmes défis que peuvent rencontrer les étudiants aujourd'hui, les concours, la difficulté de se positionner, de savoir où on va aussi, de faire des choix, de renoncer à certaines choses. Les plus gros défis sont arrivés après, en fait. Peut-être que je ne devrais pas le dire dans ce podcast, mais probablement les plus gros défis sont arrivés après les études. Seulement quand on est dans les études, on met la tête dans le guidon et on a une vision un peu restreinte peut-être de ce que sont les difficultés. En tout cas, je parle pour moi parce que j'avais pas trop de difficultés personnelles pendant ces études. C'est probablement pas le cas de tout le monde, mais j'ai eu la chance d'avoir une famille assez soudée, qui ne rencontrait pas de grosses difficultés à ce moment-là. Donc mes problématiques étaient purement réussir les examens, être bien placé au concours, etc. Et en fait, on se rend compte a posteriori que c'est pas le plus important et que même le classement ne détermine pas complètement notre existence ou notre devenir après. Il y a énormément de passerelles, de chemins possibles et en fait, il faut avancer pour être le meilleur possible, mais sans pression non plus. Ça c'est super important comme message à faire passer, surtout en médecine où on est dans un truc où dès la première année on a un concours, en 6e année c'est un concours qui est avec tous les étudiants en médecine de France, sur le lieu où on va exercer la spécialité, donc vraiment c'est important de se rendre compte de ça. On croit qu'en fait le restant de notre vie va être choisi et déterminé qu'à ce moment-là, en 6e année, avec ce concours précisément. Alors il va être influencé. C'est ça. Mais pas déterminé. Et il y a beaucoup de changements qui vont intervenir en cours de route et qui vont rechanger les choses. Donc, je pense qu'effectivement, quand on est dedans, on ne se rend pas compte. Mais a posteriori, on se rend compte que, en fait, moi j'avais choisi orthopédie par exemple au départ. Je suis ORL maintenant, c'est quand même pas grand chose à voir. Et en fait, on s'aperçoit qu'on peut sillonner comme ça en fonction de nos choix. Et puis on a le droit de faire des erreurs, ça fait partie des choix de vie. Et vous avez fait un droit remords du coup Non, j'ai pas eu besoin parce qu'à l'époque il n'y avait pas besoin, mais aujourd'hui j'aurais fait un droit remords. Okay. J'ai failli faire un droit remords pour l'anesthésie. Okay. Après avoir choisi l'ORL ? Après avoir choisi l'orthopédie, j'ai failli faire un droit remords pour l'anesthésie. Et puis c'est en discutant, en me disant, moi je vais peut-être quand même tenter une spécialité plus médicale, voir un peu ce que ça donne. Après, c'est vrai, je ne regrette absolument pas d'avoir continué dans une voie chirurgicale, mais c'est vrai que l'orthopédie, il n'y avait pas assez de contact humain. Ça me manquait un peu de contact avec les patients, de relations suivies avec les patients. Il y a bien sûr du contact humain, mais il n'y avait pas assez de relations suivies sur le long cours avec les gens. Donc, ça me manquait. Est-ce que vous pourriez juste dire, pour les personnes qui ne savent pas, ce que c'est le droit au remords ? Alors le droit au remords, c'est quand on a fait un choix notamment de spécialité, hein, c'est un droit légal, c'est écrit tel quel d'ailleurs dans les textes de loi, c'est simplement pouvoir changer de spécialité. Alors on va rentrer dans le juridique. Finalement, on a le droit de le faire si on choisit une spécialité à laquelle on avait accès. Donc là, ça nous donne le droit de faire ce remords a posteriori. Si jamais on n'y avait pas accès, on peut des fois y accéder s'il y a des trous dans les spécialités concernées, pour faire simple. Ok. Voilà. Donc si ça peut rassurer certains aussi. Ça existe. Ça existe. Oui, bien sûr. Parfait. Donc on avait vu que la recherche, c'était une place, je pense, très très importante dans votre vie et surtout dans votre métier. On a vu plus de 100 publications dans des revues à comité de lecture. Quelle est la place déjà de la recherche donc dans votre métier, dans votre vie professionnelle ? Et est-ce que vous pourriez nous parler de celle, donc la revue, donc la recherche, qui vous tient le plus à cœur ? C'est une question... alors, je n'ai pas l'impression d'être le chercheur le plus éminent du monde, loin de là, et j'ai du mal à trouver de la place pour la recherche, justement. Parce que les missions d'enseignement ont pris un peu le pas ces dernières années sur les missions recherche, et en fait, la triple casquette de l'universitaire, qui est à la fois médecin, à la fois chercheur, à la fois enseignant, et qui, en plus, parfois, est chef de service, qui a des fonctions de management, de gestion, elle est complexe à mener et elle est plus par moment. Donc il y a eu des moments où j'ai fait un peu plus de recherche. Là actuellement c'est plus de l'enseignement. Il y a toujours une place très importante quand même, hein, mais c'est vrai qu'il est difficile de trouver l'équilibre. Donc j'aurais tendance à dire que c'est pas ma caractéristique principale et que c'est une difficulté pour moi parce que ça manque effectivement et qu'il y a des problématiques que je voudrais faire avancer et que j'arrive pas à faire avancer parce que j'ai pas le temps.
Et vous me demandez ce qui tient le plus à cœur. Actuellement, c'est surtout l'adénocarcinome sur lequel j'avais fait toute ma thématique de recherche depuis ma thèse d'exercice jusqu'à la thèse de doctorat de sciences. Et on a en plus des résultats intéressants sur le dépistage des menuisiers. Et donc j'aurais bien aimé transformer l'essai pour arriver à l'application clinique. Et puis aussi transformer la compréhension qu'on en a dans le mécanisme de développement tumoral pour essayer de développer des alternatives thérapeutiques à la chirurgie. Me tirer une balle dans le pied, quoi. Mais en tout cas, avoir un traitement un peu plus efficace sur le plan médical. Donc ça, c'est des thématiques que je souhaite porter au long cours. Puis il y a les thématiques de recherche pédagogique qui m'intéressent fortement parce qu'en plus elles sont en lien avec toute la formation. Donc ça, c'est au moins l'investissement pédagogique et aussi un investissement de recherche. Et puis il y a une autre thématique qui me tient à cœur personnellement, c'est de porter des projets sur le lymphome T et sur le lymphome lymphoblastique T et sur la leucémie T, où pour l'instant il n'y a pas énormément de traitements spécifiques et où je porte le fonds Axel Guettelno porte en tout cas le financement de ce genre de recherche pour essayer de développer des traitements nouveaux et de répondre à des problématiques qui touchent de près les gens, quoi. Et surtout en médecine, on se rend compte dans les autant de sujets existent en médecine, c'est justement parce que c'est pas une science finie. Et là, on le voit avec les adénocarcinomes, les lymphomes. Enfin, c'est vraiment. Donc la recherche, en fait, elle est motivante en médecine parce qu'on peut avoir un vrai impact sur les patients et sur leur suivi. Donc, il y a un vrai enjeu pour les gens et en fait, quand on est de l'autre côté de la barrière, on se rend compte à quel point c'est important qu'il y ait des gens qui aient fait de la recherche, qui aient fait avancer les choses. Et à quel point c'est important de pousser encore pour que ça soit encore meilleur, parce que c'est encore loin d'être optimal. Et à quel point ce serait important que les finances aillent ailleurs que sur des... Ça, sur des détails. Sur des détails, je suis d'accord. Bref. Mais c'est vrai que je voulais souligner un point que je trouvais hyper intéressant et en soi courageux d'en parler, c'est de dire que finalement vous avez envie de faire de la recherche, mais que vous n'avez pas trop le temps. Et du coup, c'est quelque chose qui vous embête quand même. Donc après... C'est une problématique majeure, mais pour tous mes collègues. Le manque de temps est affreux parce qu'on est écartelé en permanence entre des conflits d'agenda, des difficultés pour pouvoir répondre aux différentes sollicitations auxquelles on voudrait bien dire oui. Et puis, souvent on dit oui, mais avec des difficultés pour pouvoir répondre à tout, et c'est jamais aussi bien fait que ce qu'on voudrait, et ça c'est très très frustrant, extrêmement frustrant. Je comprends. Après, du coup, vous avez quand même cette part d'enseignement. Qu'est-ce qu'elle vous apporte, cette part d'enseignement? Pourquoi la pédagogie? Qu'est-ce qui vous anime là-dedans? Alors, j'allais dire, elle m'apporte beaucoup d'ennuis. Elle m'apporte une charge supplémentaire. Non, mais c'est une question que je me suis longtemps posée parce que pourquoi continuer dans cette branche? En fait, ce que j'aime, c'est déjà, j'aime le principe de la transmission d'idées. Je trouve ça extraordinaire que les neurones s'articulent entre eux, produisent des contacts électriques, ça produit une vibration sonore, ça part vers un autre cerveau qui produit lui-même des contacts électriques et ça change l'organisation synaptique en face. Et ça, je trouve ce phénomène absolument passionnant, intriguant, extraordinaire. Et la diffusion de la connaissance est quelque chose de fantastique parce que c'est une ressource, je ne sais plus qui a dit ça, mais c'est une ressource que vous ne perdez pas en la donnant. Quand vous avez 50 balles, vous me donnez 50 balles, vous les avez plus, moi je les ai. La connaissance, tu me donnes la connaissance, tu l'as toujours, je l'ai aussi. Et ça, c'est un truc extraordinaire. C'est vraiment un truc génial. Et puis ça fait avancer collectivement. Et ça aussi, c'est un truc génial. Le collectif, l'œuvre collective, la connaissance humaine, c'est extraordinaire. Pour le bien ou moins bien, mais souvent pour le bien quand même, majoritairement. Et en quoi ça vous apporte des ennuis? C'est pas simple parce que vous êtes exposé, parce que vous devez travailler pour que ça soit bien, et c'est jamais à la hauteur de ce que l'autre voudrait. Il y a une difficulté aussi pour répondre aux enjeux des problématiques de concours, justement, des stress,
des demandes qui sont celles presque d'un accompagnement personnalisé qu'on ne peut jamais donner parce qu'on n'est pas assez d'enseignants pour beaucoup d'étudiants, donc on n'arrivera jamais à donner autant que ce qui serait nécessaire. Donc oui, c'est des nuits, des soirées, des week-ends, du temps, des frustrations, des gens pas contents, voilà. Mais il n'y a pas que ça, hein, sinon il n'y aurait plus personne. Hein. Mais ça reste quand même une difficulté, et c'est aussi une difficulté pour mes collègues. On voit bien qu'il est difficile quand même de s'exposer à ça. Ben, c'est sûr, c'est pour ça qu'il y a... Ben, on en parlait avec Madame Annie, que vous connaissez, et qui disait qu'il y avait... c'est pas tous les chefs de clinique, tous les PUPH, tous les personnes dans l'enseignement qui sont impliquées comme d'autres. Enfin, il y a toujours... et justement pour ça aussi, hein, parce que je pense que les inconvénients aussi sont à prendre en compte dans une carrière comme ça. Il y a la frustration aussi de devoir se plier à un format préétabli, puisque maintenant les polycopies des collèges font un peu on ne peut pas en sortir. Si on en sort, on est hors programme, donc de toute façon ça n'intéresse personne. Alors qu'en fait, quand vous regardez un peu ce que font les gens dans les services, il y a des choses extrêmement innovantes, extrêmement intéressantes et qui sont très enrichissantes en fait et qu'ils veulent partager. Et ça, ils ne peuvent pas le faire. Donc c'est vrai que s'ils ne collent pas au format, ils ont le retour des étudiants qui ne sont pas contents, et on comprend. Mais c'est une vraie difficulté d'être en phase avec les étudiants. C'est pas simple, parce que on vit autre chose aussi. Chaque service développe des choses très, très différentes. Et quand on discute avec les collègues qui font de la recherche, qui déposent des brevets, qui sont très en avance sur certains domaines, en fait, eux, s'ils donnent ça, ça ne correspond pas au référentiel, quoi. Donc, certaines complexités à réussir à être aussi accessible, à pouvoir être compréhensible par l'étudiant, à savoir ce qu'il attend, à savoir quel est son niveau, comment je fais pour m'adapter, comment je fais pour passer mon message de manière efficace. C'est complexe. C'est beaucoup de réflexion, honnêtement, sur ça. C'est vrai qu'en plus, les formats de concours, de partiels avec les collèges, à savoir des trucs spécifiquement, etc., finalement, on bride un petit peu l'étudiant à apprendre que ce qu'il doit apprendre. Apprendre pour apprendre, mais pas apprendre pour comprendre ou pour essayer d'aller plus loin, en fait. L'enseignant est bridé pareil. C'est ça. C'est un petit peu difficile de sortir de ce format-là, parce que si on n'a pas une échéance, un truc qui porte un peu, on voit bien que quand c'est sur la base du volontariat, il y a quand même moins d'implication. Il y a des gens extrêmement impliqués, mais ceux-là, ils seront toujours impliqués. Et puis, il y a des gens moins impliqués, puis ceux-là, ils seront toujours moins impliqués. Et puis, il y a l'ensemble qui, quand même, du fait du concours, va devoir travailler plus que ce qu'il n'aurait fait spontanément. Et quelque part, le travail reste une des clés pour l'acquisition des compétences plus que des connaissances. Mais la difficulté, c'est que c'est très tourné connaissance encore. C'est vrai. Et sur un autre versant, vous avez pu être acteur d'opérations de dépistage des cancers ORL. Quel est votre point de vue sur la prévention ? On est très en retard. Ah ouais. On est très en retard. On manque de temps aussi pour le faire correctement, mais il y a aussi un manque d'envie de beaucoup d'acteurs de le faire, parce que c'est pas très rentable immédiatement, on ne voit pas forcément les effets, ou c'est difficile à percevoir. Si vous regardez la vaccination HPV, qui est encore un combat en cours, parce qu'il n'y a pas encore assez de vaccinés, le temps que ça produise ses effets, ça va être 20 ou 30 ans. Donc sur ces échelles de temps-là, pour les politiques, c'est pas intéressant. Pour nous, le temps qu'on voit les effets, c'est très long. Mais bien sûr que ça vaut le coup. Et la difficulté, c'est qu'il y a vraiment à faire dans tous les domaines. Et qu'on est dans une société où il y a énormément de polluants, énormément de facteurs vecteurs de cancer, et qu'on a des luttes permanentes, mais qu'on ne peut pas tout changer. Donc c'est aussi frustrant. Difficulté de sentir. Après, c'est des petits efforts bout à bout qui donnent peut-être un peu quelque chose un jour. Mais c'est pas toujours perceptible. Ouais, à la différence d'une chirurgie, vous enlevez la tumeur, c'est perceptible, c'est immédiat, c'est un effet immédiat, c'est visible. La prévention,
vous parlez à un jeune dans la rue qui est anti-vaccin, vous avez l'impression que ça sert à rien. Ouais. C'est probablement pas vrai, ça laisse un petit quelque chose quelque part. Ouais, bien sûr. Mais on n'a pas le sentiment d'être aussi utile et le sentiment d'utilité conduit souvent à aller vers une option plutôt qu'une autre. C'est à mon avis une erreur parce que s'il n'y a pas de prévention, on ne fait que compenser les insuffisances et au final on aurait des moyens de faire beaucoup mieux. Bien sûr. Il vaut mieux prévenir que guérir. Éviter C'est ce à qu'on des dit, mais personnes, c'est pas vraiment ce qu'on fait. Ah, c'est vrai. Sur ça, et c'est pour ça que cette question tenait à vous la poser. C'est vrai. Et bon, les personnes qui, qui suivent le podcast savent que je suis très axée musique et je fais beaucoup de piano. J'embraye, vous voyez où je veux en venir. J'embraye sur le fait que vous avez initié donc le projet Musique à l'hôpital. Si vous pouvez déjà juste le résumer un petit peu pour les personnes qui ne savent pas trop ce que c'est. Alors c'est un projet à au moins 2 volets, on va dire. L'idée était d'amener la musique à l'hôpital et c'est une idée de mon fils, mon grand-fils, qui faisait du trombone et qui, tout au long de sa maladie, s'est battu avec la musique et ça nous a beaucoup porté pendant toute sa maladie. Et ça nous a énormément apporté à tout point de vue. Mes 3 enfants font de la musique, moi un petit peu mais modestement, et ma femme aussi, et donc on était un peu bercés là-dedans. Mais en fait l'idée, certes, a été portée par ça, mais elle a aussitôt été portée par la direction de l'hôpital, par Stéphane Zully, par Louise Tivert, Emmanuel Moussier. Enfin, ça a fait tilt immédiatement dans l'esprit des gens, parce que malgré tout ça touche beaucoup de monde, la musique. Et quel que soit son format en fait. Parce que, l'idée c'est d'apporter effectivement cette musique à l'hôpital et de permettre à l'hôpital de s'ouvrir aussi un peu sur autre chose. Parce qu'en fait c'est quand même un milieu assez fermé qui s'ouvre assez peu à la société, même si ce que je dis est déjà contredit par ce qui a été fait ces dernières années. Mais je suis très content des partenariats avec l'opéra, avec le conservatoire, avec prochainement l'école de musique de Vendeur. Voilà, il y a des choses qui se construisent, qui s'ouvrent, qui sont très sympas. Et de voir la crèche de l'hôpital, le service de gériatrie, les soignants, les patients, tous un peu ensemble, les cadres, un peu tout le monde mélangé, là, c'est très sympa de voir ça. Ça vibre un peu différemment à l'hôpital et c'est chouette. C'est vrai, c'est une manière de casser entre guillemets les barrières un peu différemment, d'amener vraiment la musique. Enfin, comment est-ce que vous voyez la musique et l'intérêt de la musique en médecine de manière générale? J'ai pas fini de répondre à votre Ah, question. pardon. J'avais dit non, mais vous avez raison. C'est une très bonne question. On la retient. On essaie de la retenir. Donc il y a 2 projets. Il y a le projet d'avoir des concerts réguliers à l'hôpital et d'instituer un rendez-vous le jeudi, essentiellement le jeudi. Alors c'est pas toujours facile de tenir le jour, mais essentiellement le jeudi à 13h pour que ça soit bien dans les esprits. C'est le jeudi 13h. Et puis il y a le deuxième étage qui était de dire est-ce qu'on pourrait pas faire un orchestre? Il y a des milliers d'employés au CHU, est-ce qu'on pourrait pas faire un orchestre au CHU? Et donc il y a 2 orchestres qui se sont formés et qu'il faut saluer parce qu'ils font un travail formidable. Alors moi j'en fais pas parce que je joue encore une fois très modestement et moyennement du piano et du coup je peux pas faire aussi bien que ce qu'ils font. Mais voilà, l'idée c'était vraiment un projet à plusieurs étages et puis d'avoir cette possibilité de créer aussi de la musique au sein de l'hôpital, au-delà de faire venir des gens, mais aussi créer un orchestre à l'hôpital. Et donc pour répondre à... Et la question du coup, qui m'intéressait beaucoup en vrai, parce qu'à la base, je fais un stage d'initiation à la recherche et je voulais au début faire ça, en fait, partir sur la médecine et la musique. Bon, finalement j'ai fait autre chose. Et du coup, c'est une vraie question que je me pose tout le temps et je me dis, mais à quel point la musique, c'est touchant, mais c'est même dans les connexions neuronales, comme vous avez dit tout à l'heure aussi, c'est vraiment quelque chose de formidable. Donc, je voulais juste avoir un peu votre avis là-dessus. Il y a une grande place. Alors, dans l'hypnose, par exemple, ou la relaxation, ça peut prendre de la place déjà. Alors, tout le monde n'est pas sensible de la même façon et c'est un peu... La porte d'entrée est différente suivant les gens. Mais de même que tout le monde n'est pas sensible aux mêmes formes musicales, et donc il faut qu'il y ait un peu de tout. Mais ça parle forcément d'une manière ou d'une autre. Après, le type de musique va parler ou pas, mais ça parle forcément. Je connais peu de gens peu sensibles à la musique d'une manière générale. Bien sûr. Et on en a parlé, hein, la médecine, ça peut être un métier extrêmement stressant, avec beaucoup de sollicitations, surtout quand on est PUPH ou même
quand on est à l'hôpital. Et du coup, comment gérez-vous le stress et l'épuisement professionnel? Est-ce que vous avez des techniques, des routines spécifiques pour maintenir un équilibre, tels des loisirs, des passions? Les loisirs, oui. Le principal, c'est l'enseignement. Non, l'équilibre, il est très difficile à trouver et je crois qu'il n'y a pas grand monde qui l'a trouvé dans les universitaires que je peux côtoyer. Il n'y a pas grand monde qui l'a trouvé. Ce qui est certain, c'est qu'il faut se manager des petites soupapes de sécurité pour pouvoir accepter l'imprévu. Parce que l'imprévu, il y en a toujours. Et donc, garder dans son emploi du temps une marge de manœuvre est important. Ça ne veut pas dire qu'on y arrive. Mais le principe est important. Ouais. Pour ce qui est du stress, le stress principal est généré par les obstructions à ce qu'on voudrait faire. C'est une source de frustration. On en a déjà parlé un peu sur l'enseignement, on en a parlé sur la recherche, mais on en parle aussi sur la clinique. Savoir gérer sa frustration est important. Savoir s'adapter aussi est essentiel en fait. Mais ça reste la vie, quoi. Il faut savoir s'adapter à la vie, quelles que soient ses difficultés. C'est probablement pas dans mon métier quand même que j'ai eu les plus grosses sources de stress. Et donc finalement c'est assez zen. Ouais. Je pense qu'on va l'entendre très peu de fois, donc faut le souligner. C'est pas tout à fait vrai, hein. Non, mais oui, ça dépend de la perception de chacun. Mais en fait, oui, c'est devenu zen maintenant parce que les sources de stress sont ailleurs et qu'en fait, on est toujours à la capacité maximale de stress de l'individu. De toute façon, vous ne pouvez pas monter au-delà d'une certaine capacité, d'un certain niveau de stress. On ne peut pas monter au-delà, de toute façon. Il y a une chose que j'ai apprise, peut-être, je ne sais pas si c'est très utile de le dire. Il y a en tout cas une chose que j'ai apprise, c'est que l'émotion, elle passe. Donc le sentiment de panique, le sentiment de stress, ça finit toujours par passer, d'une manière ou d'une autre. Donc c'est un signal d'alerte, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et si on le lit comme un signal d'alerte, c'est peut-être un peu plus facile à gérer. Ok. Super conseil pour essayer de gérer en tout cas les situations, même si c'est compliqué d'arriver à se dépatouiller en tout cas. Tout à fait. Et avec le recul, qu'est-ce qui vous passionne toujours autant dans la médecine ? Déjà une certaine curiosité de fonctionnement du corps, ça reste encore présent, même si c'est un peu sur le dessous maintenant. Mais c'était probablement l'une des premières raisons, c'est comprendre comment ça marche. Ça reste toujours utile, mais maintenant c'est valable pour tout, technologie aussi. La raison principale maintenant, c'est clairement la rencontre avec l'individu. C'est-à-dire, c'est la rencontre avec une autre personne. Et donc, c'est plus le fait de faire un diagnostic ou de faire un truc un peu technique. C'est toujours intéressant, mais c'est plus aussi problématique. Enfin, c'est plus aussi important. Ce qui est par un moment aussi, quand on commence, je pense qu'on a tous un peu cette recherche de reconnaissance, et puis à un moment, on s'en fiche, en fait. C'est pas la question. Par contre, la rencontre avec l'individu, essayer de comprendre qui anime l'autre, essayer de voir quelles sont ses difficultés, essayer de voir ce qu'on peut apporter, soit via d'autres, ça c'est extrêmement important et c'est probablement le sel de la vie, quoi. C'est la rencontre avec l'autre. Donc ça reste le vecteur principal d'action et ça me conduit du coup à peut-être en faire un petit peu moins, mais mieux. En tout cas, c'est mon sentiment. Incroyable. Et une question plutôt sur la technologie. Donc, parfait. j'aurais aimé juste voir avec vous. Donc, la technologie médicale, elle progresse à un rythme rapide avec l'IA, tout ça. Quelle est votre opinion sur l'intégration de nouvelles technologies dans la pratique médicale, mais dans l'intelligence artificielle, la robotique et surtout axée sur l'ORL, du coup, vu que... Je ne suis pas sûr d'avoir suffisamment de recul, puisque les philosophes, les ingénieurs n'ont pas forcément ce recul-là non plus. On ne sait pas ce que ça va devenir. On ne sait pas du tout quelle va être la place exacte qu'on va lui donner. On ne sait pas comment on va utiliser cet outil. On sait qu'il va nous dépasser à un moment donné en termes de... Il nous dépasse déjà en connaissance, forcément. Il va probablement nous dépasser en compétences parce qu'on va l'affiner, on va l'améliorer. Il va nous dépasser aussi sur le plan pédagogique parce qu'on est en train de travailler à des écoles virtuelles. Mathieu Kuchenbusch, il travaille. Enfin, voilà, je pense que
cet outil est incroyable et on ne sait pas comment ça va être. Donc c'est une vaste question. La seule réponse que je puisse vraiment apporter, c'est que l'être humain s'est un peu toujours adapté et a toujours trouvé des solutions aux difficultés qu'il a rencontrées. Que cet outil va être un outil d'adaptation supplémentaire peut-être, nous obliger à nous adapter aussi, mais c'est un outil, on apprendra à l'utiliser. Je suis inquiet des utilisations néfastes qu'on pourrait en faire, de la manipulation des foules, de l'utilisation politique, etc. Mais c'est pas l'essentiel des utilisations et vraisemblablement il y aura aussi des utilisations très positives, très, très utiles qui feront avancer le diagnostic, avancer la prise en charge, avancer la santé. Donc il y aura des belles utilisations, c'est sûr. Moi, j'aimerais juste du coup embrayer sur les Écosses, parce que vous en avez parlé et je pense que c'est un gros versant aussi dans votre pédagogie, votre enseignement. Mais bien sûr, on n'est pas forcément les mieux placés, nous, dans notre association pour en parler. Donc on va laisser donc, les vice-présidents chargés des Écosses en parler avec le professeur Gad. Juste après. Bonjour, moi je m'appelle Johanna, je suis VP Écosse au tutorat de la Carabine ancienne. Et moi, c'est Anaïs, pareil, vice-présidente chargée des Écosses au TCN. Et c'est nous qui sommes chargés de poser les questions du pôle Écosse, vu qu'on est les mieux placés pour cela, comme Tiski nous l'a dit juste avant, pour les Écosses. Ok. Du coup, première question. Comment en êtes-vous arrivé à vous occuper des Écosses ? C'est Louise Tivert qui m'a demandé de participer au groupe. C'est elle qui avait lancé le groupe au départ. Et donc, voilà, c'est comme ça que je suis arrivé sur cette thématique. Et vous n'êtes pas posé de questions, vous y êtes allé directement ? Oui. D'une part parce que l'animation pédagogique avec Louise c'est un plaisir de travailler avec. Et puis parce que c'est une mise en situation et que je trouvais ça extrêmement intéressant. J'avais déjà un peu côtoyé ça au Canada quand j'étais à McGill et j'avais trouvé la simulation et les Écosses extrêmement intéressants pour la formation des étudiants. Donc c'était normal. Voilà. Ok. Je pose la deuxième question. Oui. Avez-vous pu déjà être examinateur ou patient standardisé, mais pour les vraies épreuves ? Alors, patient standardisé, non, parce que c'est pas forcément très bon qu'on joue un rôle de patient. On est quand même un peu biaisé en tant que médecin. On comprend un peu trop bien ce que l'étudiant veut, et donc on réagit à des termes médicaux alors qu'on ne devrait pas. Et aussi, des fois, il y a le rôle de pédagogue qui ressort un peu, et on aura envie de faire du débrief, ou on aurait envie d'orienter, on aurait envie d'intervenir, et il ne faut pas. Ce qui est un peu complexe comme rôle quand même. Donc je joue le rôle de patient standardisé en stage, mais pas au-delà. Et examinateur à l'examen national, oui. D'accord, c'était dans quelle ville, si vous avez... C'était à Nancy, parce que j'ai eu la chance d'être co-assesseur Écosse avec Eva, et que du coup on était sur place pour vérifier aussi que ça se passe correctement. D'accord. Donc j'étais à Nancy, c'était assez confortable. Et comment ça se passe pour les personnes qui sont patients standardisés ? Comment elles sont recrutées ? Alors elles sont recrutées sur la base du volontariat. Souvent elles répondent aux annonces et elles sont vues par le groupe pour vérifier qu'elles poursuivent des bonnes intentions déjà, qu'elles sont capables de jouer le rôle, qu'on ne va pas marcher sur des problématiques de santé qui les toucheraient trop fortement, qu'on ne va pas les perturber dans leur relation aussi avec leur médecin, au pluriel. Et elles sont formées, formatées même, je dirais, à répondre aux questions pour ne pas sortir du cadre, pour rester dans ce qu'on leur demande, dans leur script, et faire des réponses aussi adaptées pour fermer les portes quand on n'est pas sur le script, justement. Vous avez participé à les former ? C'est surtout Eva qui a fait un gros travail de formation là-dessus. D'accord. Avec bien sûr Marion Berger, l'ingénieur pédagogique, et puis Annie, dont on parlait tout à l'heure. D'accord. Il y a d'autres personnes dans ce groupe ?
Ah oui, il y a plein de monde, il y a Fabienne Gémier, on va pas faire la liste. Elles se reconnaîtront, on les remercie parce qu'elles ont fait un énorme travail, vraiment énorme. Ok, merci. Par rapport aux modalités des épreuves, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez changer si là c'était vous qui aviez créé les Écosses, s'il y avait quelque chose que vous aimeriez changer? Par exemple, le nombre de stations ou Alors, quelque chose dans la notation, je sais pas. le nombre de stations, c'est assez bien fait parce qu'il y a l'expertise déjà de plusieurs dizaines d'années de fonctionnement ailleurs et on sait qu'une dizaine de stations, c'est bien pour évaluer les compétences. Je suis très content qu'il y ait quand même une station technique, même si c'est complexe à organiser, mais je suis très content qu'on n'oublie pas la partie technique aussi de la médecine qui fait partie du job. Sur la notation, c'est complexe d'en faire un concours. C'est d'ailleurs très discuté par les étudiants essentiellement, parce que c'est compliqué de classer sur cette modalité qui au départ était surtout une modalité de validation des compétences. Il est apte ou il n'est pas apte à exercer. Bon, de toute façon, un concours, c'est toujours injuste, c'est toujours compliqué, c'est toujours complexe. C'est quand même mieux qu'un oral pour sélectionner, c'est quand même mieux que des QCM pour vérifier la compétence des médecins. Et c'est probablement l'examen qui est le plus juste pour évaluer la compétence sur le terrain. Et donc pour l'instant, c'est probablement la modalité d'évaluation qui est la meilleure, mais ça reste toujours discutable parce que classer là-dessus, c'est pas évident. Donc sur le sujet d'essayer de refaire passer les Écosses validants ou classants. Je suis partagé. Oui, c'est pas une réponse franche, oui, non. C'est rarement une réponse claire. Parce que c'est pas évident de répondre à cette question. Je pense malgré tout que le fait que ce soit classant oblige à travailler beaucoup pour ça. Et qu'on sait que c'est un vecteur d'implication potentielle dans la relation médecin-patient. Il y a eu des discussions sur les humanités en médecine, le fait que la relation ne soit pas suffisamment bien développée, que le médecin soit très technique, un peu inhumain, etc. Je pense que c'est l'occasion de tirer les gens vers une relation plus fouillée. Alors, certes, sur du concours, c'est un peu compliqué de se dire on va faire ça par un concours, et en même temps, c'est probablement la meilleure façon d'amener les gens à vraiment travailler ce point-là. Et si c'était juste validant, j'ai 10, et bah, l'objectif, la barre, c'est 10. Et donc c'est pour ça que j'ai une réponse un peu ambivalente, parce que j'ai bien conscience qu'en fait c'est difficile de faire autrement pour tirer les gens vers cet aspect-là qui est un aspect essentiel et probablement l'aspect majeur de notre spécialité. On parlait tout à l'heure des nouvelles technologies et de leur place. Aujourd'hui, la stratégie diagnostique, la stratégie thérapeutique, finalement, la part de la technologie là-dedans sera probablement plus importante à l'avenir. Et notre part, ça sera la relation humaine, ça sera ce qu'on peut apporter et la façon dont on va utiliser l'outil, justement. Donc, je pense que finalement, ça redonne une place essentielle à la relation humaine via un concours. C'est aussi bizarre que ça. Et d'ailleurs, par rapport justement aux IA dont on a pu parler, vous pensez que ça peut remplacer par exemple un patient standardisé ou des examinateurs? Alors, ce sera probablement mieux standardisé qu'un patient standardisé dans l'aspect, dans le non-verbal, dans des petites choses qu'on a du mal encore à cadrer un peu. Oui, je pense que ça prendra de plus en plus de place, oui, parce que la technologie évolue à toute vitesse et qu'il n'y a pas de raison que ça prenne pas plus de place. L'examinateur, c'est une question encore un peu plus complexe. Il est presque plus facile de faire un chatbot avec les outils actuels et donc de faire un patient virtuel que de faire un examinateur qui certifie que l'étudiant a bien démontré la compétence. Parce que malgré tout, les référentiels ne sont pas encore totalement au point. C'est-à-dire que si vous demandez à quelqu'un ce qu'est un bon médecin, l'image n'est pas universellement partagée et donc il est difficile et probablement qu'il n'y a pas de réponse uniforme d'ailleurs à cette question. Mais du coup, il est difficile de faire une IA qui dise ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est vrai. Ça reste compliqué et on voit bien que l'IA reste en difficulté, mais on y travaille. Parce que le rôle d'évaluateur n'est quand même pas très agréable pour les enseignants et les utiliser dans ce rôle-là, c'est dévalorisant. C'est clairement pas leur compétence. Leur compétence, c'est plutôt d'apporter leur expérience clinique, d'apporter la formation, de rendre ça sympa, d'amener des anecdotes. Ça, c'est utile, quoi. Vraiment, la compétence du pédagogue là-dedans est utile. Cocher des cases, c'est extrêmement limité, quoi. Mais c'est vrai.
Ok. Et sinon, par rapport à vraiment, excusez-moi, l'entraînement des étudiants, on sait qu'à Nancy, au niveau des entraînements, on peut être, voilà, on a des tutorats, on a nous, on a UCNSO qui aidons vraiment les étudiants. Est-ce que vous auriez des idées, que ce soit au niveau des tutorats ou au niveau de la fac, pour aider encore plus les étudiants, que ce soit à travers vraiment entraînement pur Écosse ou comme les arcs qu'on a pu créer ou d'autres idées pour permettre un meilleur suivi des étudiants? Alors déjà, je voudrais remercier les associations parce qu'elles ont fait un énorme travail ces dernières années pour se mettre au service des autres et dans un monde où quand même l'altruisme n'est pas sur le devant, n'est pas forcément récompensé. Je crois qu'il faut vraiment souligner ces initiatives collectives. Il est un peu oublié au travers de ces initiatives associatives que la fac y participe complètement. C'est-à-dire que souvent, c'est pas vu comme des écoles de la fac, alors qu'en réalité, on met les ressources à disposition là-dessus et on se dit que juste, on n'a peut-être pas assez de ressources enseignantes pour réussir à le faire tout seul. Et donc, c'est un gagnant-gagnant, c'est un partenariat qui se fait. Mais c'est peut-être un peu oublié que c'est aussi une collaboration, que s'il n'y a pas les locaux, les enseignants, en fait, on ne peut pas ouvrir les locaux aux étudiants tout seuls, par exemple. Juste ça, c'est pas possible. Que la relecture c'est important aussi, qu'il faut du débrief, que le débrief on ne peut pas assurer un débrief individuel à chacun, mais qu'on peut être là pour un débrief collectif, redresser certains débriefs, apporter une petite touche de chaque spécialité. Et la difficulté principale c'est vraiment les ressources enseignantes. C'est le nombre d'étudiants et le nombre d'enseignants. Si je prends juste l'exemple des écoles techniques, c'est des séminaires sur 3 jours. Parce qu'il y a 300-350 étudiants et qu'en fait le volume de formation fait qu'on ne peut pas faire ça avec nos enseignants. C'est impossible d'avoir autant d'heures d'enseignants et donc il faut qu'on fasse autrement. Et ça veut dire appliquer un peu le modèle de ce qui est fait à l'école de chirurgie, c'est-à-dire que c'est les plus expérimentés qui forment des moins expérimentés, qui forment des moins expérimentés, qui forment des moins expérimentés. Et ça permet une diffusion un peu pyramidale du savoir. Qui finalement est la façon la plus simple de diffuser rapidement à une masse importante. Donc forcément, ça repose aussi sur des bonnes volontés, ça repose un peu sur... parce qu'aussi financièrement, on n'est pas très riche. J'ai envie de dire que l'Université de Lorraine nous demande des économies, et là, 5 millions d'euros par exemple, là. Donc c'est pas évident de réussir à faire tourner le système. Alors, quelles idées pour changer la donne, il est important de regarder aussi ce qui se fait ailleurs. Je trouve qu'on n'est pas si mal que ça par rapport à ce qui se fait ailleurs. Évidemment. Mais il y a des idées intéressantes. Il y a des cafés-théâtres. Alors, si je ne me trompe pas, c'est à Nantes. Il y a des choses intéressantes qui se font. La difficulté étant que souvent, c'est inéquitable. C'est accessible à un petit nombre où c'est pas forcément à la hauteur en termes de qualité. Et surtout, il y a beaucoup d'offres payantes, ce qui est un vrai problème parce qu'on s'appuie sur le concours et l'idée que les étudiants sont prêts à payer parce que de toute façon leur vie en dépend. Et donc on va développer des offres payantes, ce qui est extrêmement gênant. Mais comme les tutorats de première année, le tutorat étudiant gratuit associatif fait largement aussi bien, si c'est pas mieux, que les formations payantes qui sont un placebo pour les parents, mais qui se font à un prix. Et puis surtout dans certaines villes comme Nancy, où on a vraiment des très très bons tutorats. Oui. Non, mais oui, redisons-le. Oui, c'est vrai. Mais oui, évidemment, on ne sous-estime pas du tout votre travail en tant que professeur. Le but de la question n'était pas du tout de sous-estimer ou quoi. Enfin, c'est vrai que c'est vous qui nous relisez tous nos écosses, c'est vous qui formez nos tuteurs, c'est vous qui êtes là, pour les salles. Alors, je ne suis pas tout seul, et ça me gêne toujours parce que c'était un vous. Les remerciements vont toujours à ceux qui n'ont pas les mauvaises missions. Il y a des mauvaises missions. L'assesseur à Écosse, par exemple, le côté évaluatif est forcément difficile parce que forcément, quand vous êtes évalué, c'est jamais très agréable. Et forcément, il y a des choses qui sont toujours discutables, qui peuvent être mises en cause. Et ça me fait un petit peu mal de constater que la mission est extrêmement dure, prend énormément de temps et n'est pas vue comme quelque chose qui est utile, en fait. Mais c'est complexe, c'est une question complexe, forcément. Il y a des gens pas contents tout le temps. Quand il y a un examen, c'est jamais parfait, c'est jamais à la hauteur, c'est jamais comme on voudrait.
il y a aussi ça, il y a aussi cet aspect nouveau. Mais alors ça, je peux répondre sur le long terme à ce que ça donne. Et puis pour l'avoir vu donc en exercice au Canada, ça change complètement la façon dont les encadrants de stage se comportent avec leurs étudiants. Parce qu'ils ont tellement l'habitude d'être formés à expliquer ce qu'ils font, à expliquer comment ils le font, à expliquer pourquoi ils le font, qu'ils le font spontanément tous, même quand ils ne sont pas enseignants. Le compagnonnage est devenu la norme. En fait, le gaz du sang, vous expliquez, je prends mon biseau à 45. Et en fait, vous avez l'explication comme aux Écosses, quoi. Et parce que ce modèle, il est... vous êtes éduqué à ça aujourd'hui, et donc ça va être reproduit plus tard en tant que clinicien. Vous serez des meilleurs maîtres de compagnonnage que ceux que vous avez peut-être pu avoir. Aïe, je vais me faire des ennemis. Les professeurs derrière. Non, mais parce que je sous-estime pas l'implication actuelle de mes collègues. Il ne faudrait pas non plus que ça soit pris comme ça. Mais je crois que cette idée vraiment d'expliquer en permanence ce qu'on fait, c'est pas encore assez ancré. Ça, je pense que c'est encore un peu... on a le sentiment que l'autre peut comprendre au travers de ce qu'on fait, ce qu'on est en train de faire, mais c'est pas vrai. Il faut décomposer, et cette habitude de décomposer, de faire par étapes, de redonner ces étapes, elle est extrêmement profitable à l'étudiant qui est en dessous. Parce qu'on voit bien les internes, quand on les forme à la canadienne, avec cette espèce de sous-découpage par compétences, alors ça paraît peut-être un peu artificiel, mais c'est ça qui fait qu'on est capable de faire du diagnostic pédagogique beaucoup plus fin. De dire, en fait, c'est pas qu'il a une mauvaise patte chirurgicale, c'est juste que la prise de décision est complexe. Et du coup, si la prise de décision est complexe, voyons pourquoi. Est-ce que c'est l'aversion au risque? Est-ce que c'est la difficulté de trancher entre deux options? Est-ce que c'est la difficulté d'estimer le bénéfice-risque? Qu'est-ce qui pêche? Et donc, en sous-découpant comme ça, vous pouvez débloquer des gens qui ont l'air complètement bloqués dans leur voie beaucoup plus rapidement. Donc, c'est ça, ce sous-découpage par petites sous-compétences de CanMeds, notamment le référentiel canadien, est extrêmement intéressant et est en train d'arriver au travers des Écosses, justement. C'est tout ça qui est intéressant. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Après ce magnifique passage de nos chères Écosses, donc on reprend avec donc, la partie anecdote, beaucoup plus rapide et plus concise comme d'habitude. Donc quelle a été la meilleure année en tant qu'étudiant en médecine pour vous? La deuxième année. Ah bah. Avec le succès de la première, les découvertes de plein de choses. On a fait des films, fait des soirées évidemment, rencontré des copains qui sont toujours des copains. Enfin voilà, plein de projets. La découverte de la sémiologie aussi, le stage à l'hôpital. Enfin voilà, ça c'est clairement une année extrêmement riche et pas trop de pression. Donc voilà, c'est après la première année difficile, c'est certainement l'année la plus simple. Okay. Et à contrario, la plus difficile du coup? La sixième année. La sixième année, se remettre dans le travail après avoir déjà fait les efforts de la première année, c'est compliqué. À l'heure où des copains bossent, ont déjà des salaires, c'est compliqué. À l'heure où on est aussi beaucoup remis en question sur nos compétences, on est confronté à des gens plus forts, plus brillants. C'est difficile cette année-là de se dire waouh. La masse de connaissances à acquérir, voilà, c'est une année difficile. Alors, ça a un petit peu évolué dans l'ordre des années, maintenant ça descend un peu vers la cinquième année, mais ça reste un concours difficile. Quel a été votre diagnostic ou le cas le plus marquant pour vous? Un cas marquant parce que c'était mon premier remplacement et que j'étais tout stressé et que c'était une hyperplasie gingivale et je passais derrière plusieurs praticiens qui avaient déjà donné leur avis, donc je ne voyais pas ma plus-value. Et en fait, j'ai simplement été rigoureux dans mon anamnèse. Donc ça nous ramène aux Écosses. Et en reprenant mon anamnèse, je découvre qu'il avait eu des contacts avec il a été potentiellement exposé au VIH et qu'il avait gardé un petit bouton au niveau du pubis. Et je lui demande donc dans ce cabinet d'ORL de me montrer ce petit bouton. Donc et là je percute que je suis en consultation d'ORL pour quelqu'un qui vient pour une hyperplasie gingivale et qui se met tout nu dans le cabinet. C'est mon premier remplacement. Je m'y ai pourvu que la secrétaire ne rentre pas maintenant. Elle ne va pas comprendre.
Voilà. Mais au final, c'était... Alors malheureusement, c'était un caposi pubien et c'était extrêmement complexe aussi dans l'annonce. C'était pas évident. Voilà, c'était un diagnostic pas évident à tout point de vue. Ok, ça marche. Et la pire gaffe, que ce soit en tant qu'étudiant... La pire gaffe, mon Dieu, j'en ai fait plein. Alors, la pire gaffe, il y a une blague que j'ai faite que j'aurais pas dû faire. On passait la visite le soir et le patient devait être opéré. Il avait des chirurgies un peu partout. Donc on avait rasé intégralement et puis il était chauve mais il avait des gros sourcils broussailleux. Et donc il ne restait plus que les sourcils. L'infirmière était en train de terminer le rasage. Et j'ai dit il manque plus que les sourcils. Tout le monde a rigolé. Je suis sorti de la chambre avec tout le monde. Et puis le lendemain matin on me dit viens voir avec tes bêtises. Viens voir. Et le patient, elle lui avait rasé les sourcils. J'étais mal. J'étais hyper mal. J'étais hyper mal. Et au premier degré. Premier degré. Tout le monde avait rigolé. Il y a 4 qui n'avaient pas compris. Mais... Bon, au moins pas de risque de... Grosse gaffe. De poils qui gênent durant l'opération. Là, y avait ah non, ça gênait pas. Non. Ouais, du coup... Pour le coup, c'était lisse. Mais moi, j'étais gêné. Ah, mais ça... Même pour le patient, t'imagines, tu viens pour une opération et t'as plus de sourcils à la fin. Ça repousse pas comme ça. Un rasage total. Attention du coup à ce que vous dites. Et puis une autre Ah oui. situation gênante aussi, c'est une jeune femme qui venait pour des... C'était ma première suture. Et elle s'était scarifiée l'avant-bras et je la vois, je lui dis « Ah, qu'est-ce qui vous est arrivé ?» Alors que tout le monde sait... Voyons. Ouais, Elle m'a regardé avec un regard navré. c'est lui qui va me suturer. Voilà. Bon. Si vous n'aviez pas fait votre spécialité actuelle, donc laquelle aurez-vous faite? Ah mon Dieu, question complexe. Je n'en sais rien. J'en sais rien. Je pense que j'aurais pu être dans d'autres spécialités. De toute façon, en fait, on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on fait un peu son exercice en fonction de ses appétences personnelles et ça évolue dans le temps. Et il y a des spécialités que je ne soupçonnais pas aimer, que j'aimerais bien aujourd'hui. Donc je ne sais pas. J'en sais rien, franchement. Ok. Ça marche. Et si vous n'aviez pas fait médecine, quel métier auriez-vous fait? Potentiellement ingénieur. Ça vous intéressait aussi Oui, comprendre comment fonctionnent les choses, développer les choses, résoudre des problèmes. Voilà, ça m'intéresse. Ok, ça marche. Quel est votre petit talent caché hors médical? Talent. Je ne saurais pas trop dire, je fais de la musique. J'ai une bonne oreille. Ça marche. En tant qu'ORL, c'est pas mal ça. Ah bah, du coup, c'est vrai. Et la situation la plus gênante, la pire honte, ça revient peut-être sur les pires gaffes, mais... C'est ouais. ce que je vous ai dit. J'étais gêné. Ouais. Ok. C'était un sentiment, plein de sentiments en même temps durant ces gaffes. Ok, ça va. Quelle est votre plus grande fierté? C'est ce dont on... Alors, il y a deux choses qui me viennent là comme ça, mais on en parlait tout à l'heure, là, c'était le choix de parrain de promo, c'est une récompense inattendue et juste extrêmement émouvante de la promo de 6e année de l'an dernier, et j'ai été extrêmement touché par ça. Donc c'est une fierté. Un peu gêné parce que je suis pas le seul à avoir porté ça et donc mais fier d'avoir été choisi, voilà. D'autant plus que c'était une promo que j'ai accompagnée, que j'ai vraiment, il y a eu un enthousiasme et un collectif qui s'est mis en route qui était extraordinaire. Une autre fierté, c'est celle d'avoir développé l'unité de rééducation de la voix et de la déglutition pour les patients atteints de cancer ORL. Parce que c'est une partie qui était souvent un petit peu oubliée et le chirurgien a tendance à opérer et la partie rééducation est en fait une partie intégrante. En fait, toutes les séquelles qu'on va imposer aux patients par les traitements, si on ne les prend pas en compte dès le départ, dès la décision thérapeutique, et puis si on ne contribue pas à l'améliorer, on affecte la moitié du travail si c'est pas juste une toute petite partie du travail finalement. Donc, Sûr. Donc ça se rejoint aussi avec l'orthopédie où la chirurgie, par exemple sur une ligamentoplastie, elle est importante, mais la rééducation après qui dure des mois et des mois, elle est tout aussi importante. Ouais, la prise en charge globale du patient en fait, et ça change tout en fait.
typiquement dans cette unité de rééducation, l'idée c'est d'avancer toutes les briques en même temps. Et si on avance que sur un seul aspect, finalement, on va être bloqué parce qu'il y a d'autres trucs qui bloquent. Et donc l'idée c'est d'avancer globalement à l'échelle de l'individu entier. Ok, ça marche. Ok. C'est votre plus beau moment en tant que médecin ORL. Je sais pas, des bons moments, il y en a plein. Il y a des moments d'équipe essentiellement. C'est des moments, c'est des moments où on a le sentiment de faire partie d'un collectif au service des autres. Ça, voilà, c'est des beaux moments. Ok. Et à contrario, des moments difficiles en tant que médecin ORL. Les moments difficiles, il y en a toujours les moments où on a fait du mal alors qu'on voulait faire du bien, les moments où on perd un patient, les moments où il y a des colloques singuliers qui sont extrêmement touchants et où il se dit beaucoup de choses, des choses parfois très graves et qui touchent énormément. Donc il y a des moments... il y a des moments délicats, il y a des moments où l'équipe va pas bien, il y a des moments où c'est compliqué. Et voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Il faut s'adapter et puis le collectif aide beaucoup à avancer. Ok, ça marche. Ok. Et de manière encore plus générale, quel est le plus beau moment de votre vie? Oh, ça c'est facile, j'ai la naissance de mes enfants bien sûr, mon mariage récent, voilà, c'est des événements marquants, c'est des événements familiaux, personnels, voilà. Après on a des satisfactions professionnelles aussi, ça fait partie de la vie et je fais pas trop de différence entre les deux, je trouve que les deux se rejoignent de toute façon beaucoup. Il y a des nuits qui sont marquées par des insomnies, j'ai oublié ça, tiens, on pense à un tel, un patient, etc. Et puis il y a aussi des moments de joie qui sont apportés par le professionnel, par le personnel, ça se recoupe, c'est pas scindé, c'est tout mélangé. Okay. Et pour une dernière touche, quelles sont pour vous les 3 qualités primordiales à avoir en tant que médecin? J'aurais dû réfléchir à cette question avant. Ah, la rigueur, quand même, reste essentielle parce qu'on ne peut pas se permettre de rater certaines choses et que les familles comptent dessus, les patients comptent dessus, les familles comptent dessus sur cette rigueur, sur l'investissement qu'on peut avoir, c'est peut-être le deuxième. Et puis bien sûr sur la relation humaine, sur l'empathie qu'on peut mettre dans la relation. Je vais mettre ça en avant, mais des qualités de médecin, vous prenez le CanMEDS et puis vous avez le référentiel complet des qualités du médecin. Donc c'est très très large, je mettrai ça devant. Ok, ça va. Et pour finir, quel conseil vous donneriez-vous plus jeune? Si vous pouvez vous voir là maintenant, 20 ans plus jeune, qu'est-ce que vous auriez dit? Prends du temps pour ta famille aussi. Et sois attentif à la relation médecin-patient, c'est l'essentiel. Parfait. Ok, incroyable. Et sur cette magnifique conclusion, on vous remercie énormément pour ce moment passé, professeur Gallier. Ça nous tenait à cœur, ça a été reporté, donc vraiment très content d'avoir passé ce moment avec vous. On espère que les personnes qui ont vu ce podcast, en tout cas, que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, suggérer même des personnes avec qui on pourrait aussi tourner. Et on se dit à très vite et à très bientôt. Salut!